On vous en avait parlé sur Radio Pont, nous y sommes allés, nous avons pris quelques enregistrements, les voici. Tout d'abord, merci au lycée des Claudes de nous accueillir. Et ils se sont excusés, personne n'a pu venir ce soir vous parler en direct. Donc l'équipe de Terre Habitat 17 est heureuse de passer cette soirée avec vous. Alors, rappel de quelques points sur notre association qui est basée à Écoyeux. Et depuis 2 ans, nous sommes organisés en conseil collégial où les décisions sont prises après être arrivées à un consensus. Nous revisitons régulièrement notre façon de fonctionner pour garder nos axes et ajuster au mieux la place de chacun. Ça, c'est notre défi à l'intérieur de l'équipe. Et par ailleurs, nous avons à cœur de faire participer un maximum de personnes à nos diverses activités, les adhérents, les partenaires ou les volontaires du moment. Donc vous êtes tous invités à un moment à venir nous rejoindre. Vous trouverez les détails de nos actions sur la plaquette qui est à votre disposition sur la table là, à la sortie. Donc habiter la terre dans le respect de la nature et des hommes, tel est l'objectif général de Terre Habitat 17. Et ce soir, nous sommes très heureux de nous intéresser au respect des humains à travers le thème de la bifurcation. Anne va vous en dire davantage tout à l'heure. En attendant, je vous présente Julien Labracherie, qui est chargé de projet à ERIP, à la mission locale. Et par ailleurs, il est doctorant en sciences du travail, notamment sur l'évolution du travail. Alors c'est intéressant parce que ça a à voir avec notre thème de ce soir. Voilà, donc pour ma part, j'en ai fini pour vous accueillir. Je passe la parole à Julien. Alors bonjour à tous. Bon, je viens d'apprendre que c'était moi qui commençais. On m'a donné 5 minutes, donc ce sera bref, rassurez-vous. Donc moi c'est Julien. J'ai vu quelques visages dans l'assistance que j'ai eu l'occasion de croiser. Donc comme on a annoncé, mon service est basé à la sein de la mission locale à Sainte-Trope, à Saintes. Et s'appelle ERIP, Espace Régional d'Information de Proximité. Et c'est un service qui est destiné à tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, à chaque fois, tout le monde me dit tout le monde, même moi. Alors oui, tout le monde, même moi. Alors je précise qui est le même moi. Même moi, c'est les scolaires à partir de 13-14 ans, quand on commence à se poser des questions d'orientation. C'est les jeunes qui recherchent du travail ou les salariés, quel que soit leur âge. Ou j'ai même eu des jeunes retraités qui cherchaient à se former pour monter des associations en tant que... entre retraités. Donc tout le monde qui peut se poser une question en termes d'évolution, progression, formation, en tout cas des questions relatives au travail et à la formation. Et donc mon objectif à moi, il est de donner un premier niveau d'information à ces publics et sur qu'est-ce qu'il y a sur le territoire, comment est-ce qu'on peut se former, éventuellement les dispositifs qui existent, les financements, la méthode aussi, les aider à se questionner ou surtout aussi les réorienter vers le service public ou le partenaire qui peut les accompagner parce qu'il existe aujourd'hui un partenaire dédié à tout le monde, comme il y a Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, la mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans ou Cap emploi pour les personnes en situation de handicap, ainsi de suite. Et comme pour le coup ma mission elle est d'accompagner tout le monde et que tout le monde, vous vous doutez bien que ça fait beaucoup, et que moi je suis tout seul, hein. Je cherche un moyen d'être au maximum auprès du public, tout le monde. Et pour cela, on a mis en place une chaîne YouTube. Est-ce qu'on peut montrer, s'il vous plaît, la chaîne YouTube ? Donc, elle s'appelle ERIP, E-R-I-P Saintes. Je vais juste vous donner 2-3 petites infos. Vous le trouvez, tout le monde peut le trouver sur YouTube. Non, pas cette vidéo. On revient en arrière.
Cette petite vidéo, on y voit ma tête d'ailleurs, puisque l'objectif est vraiment d'être partout. Il y a 3 playlists principales. La première s'appelle Parcours de professionnels et on va interroger des personnes qui travaillent sur le territoire, n'importe quel métier. D'ailleurs, on a interrogé Lydie et Elodie, dont les vidéos sont disponibles sur cette première playlist. L'objectif de cette playlist, c'est de demander aux personnes comment est-ce qu'elles sont arrivées à faire ce qu'elles font. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu que quand j'allais accompagner des jeunes en entreprise, puisque la mission locale accompagne surtout des jeunes à la base, si on rencontre un vendeur et qu'on demande au vendeur si ce jeune il veut être vendeur, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse comme formation ? On me répond il faut faire un bac pro vente ou un BTS vente. Et puis ensuite, quand on pose la question à ce professionnel, mais vous avez fait quoi comme formation ? Ils me répondent moi ça n'a rien à voir. Bon, tous. Quasi, ou 99%, ils me disent tous que ça n'a rien à voir. Alors, puisque ça n'a rien à voir, on a été leur poser la question. Ça veut dire quoi, rien à voir ? Donc, on a cette première playlist. La deuxième est un agrégat de vidéos qui montre ce que les entreprises font sur le territoire. Quand je dis le territoire, j'entends Saintes et au nord, Saint-Savinien, Saint-Hilaire. De ce côté-là, Bury. En bas, Pont, Gémozac, et sur la gauche, Saint-Porcher, Pont-l'Abbé. Voilà, c'est ça la Saintonge romane, quoi. La CDA de Saintes, la CDA de Saint-Porcher et la CDA de Gémozac. Et la troisième playlist, ce sont des replays quand on fait un événement comme celui-ci. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse au moins mettre l'audio avec quelques images de cet événement de ce soir pour les personnes qui n'ont pas pu être là. Qu'elles puissent avoir accès à l'information qu'ont donnée les intervenants à chaque fois qu'on fait un événement. Donc voilà à quoi sert la chaîne YouTube. Ensuite, quand on descend un petit peu, on retrouve ces vidéos classées par secteur d'activité. Et encore en dessous, une série de playlists qui ont à voir avec... alors là, on a interviewé quelqu'un qui a fait une VAE et qui nous raconte ce qu'elle a fait. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît, monsieur le technicien ? En dessous, il y a une série de playlists qui sont des ateliers, en fait. Encore un petit peu, on descend et on m'entend 2 fois. Donc non, pas là. Remonte. Saint-Érip, on clique. Saint-Érip, au milieu. On clique. On descend. Encore. Non, encore. On y est. Par exemple, je vais me lever. Par exemple, ici, vous avez une playlist qui s'appelle « Décider de se former ». Là-dessus, je ne vais pas vous faire l'atelier en direct, mais c'est la même chose. C'est toujours dans l'idée de pouvoir donner l'information à tout le monde, même ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a une série de vidéos qui expliquent à chaque étape du parcours, au moment où on commence à se poser des questions, qu'est-ce qui existe pour pouvoir savoir qu'est-ce que je veux faire. Ensuite, quand on a une idée mais qu'on veut vérifier son projet pour voir si effectivement ça peut correspondre, qu'est-ce qui existe. Il y a une série de vidéos qui expliquent les différents dispositifs, les différents moyens pour y réfléchir. Ensuite, quand on veut aller vers le financement, pareil, des informations sur le financement et un petit fichier téléchargeable à chaque fois pour vous aider, pour vous outiller. Et à chaque fois, des liens vers mon nom, mon adresse mail et mon numéro de téléphone pour que je puisse éventuellement vous aider si jamais vous n'y arrivez pas tout seul. Voilà pour ce que je peux dire. Je crois que j'ai tenu les 5 minutes, à peu près, et donc je rends le micro. Merci à vous. Merci. Et ensuite, lorsqu'on va ouvrir le débat, tout à l'heure, vous pourrez poser des questions à Julien. J'en profite pour dire que ce soir, notre partenaire Radio Pont enregistre tous les propos qui vont être tenus. Et donc, vous pourrez réécouter et faire partager cette soirée en écoutant Radio Pont, qui est installé là, dans ce petit coin, bien discrètement, mais très efficacement. Et bien, j'en profite pour passer la parole à Anne de Terre Habitat 17. Merci Reine. Eh bien oui, le thème de notre soirée, oser bifurquer ou comment choisir sa voie professionnelle face aux turbulences du monde. En équipe, nous nous sommes interrogés sur notre capacité à changer, à nous adapter au milieu de tous ces bouleversements. Et nous avons eu envie de partager avec vous ce cheminement, cette quête de sens, de cohérence, de liberté d'esprit et d'autonomie.
et de joie, peut-être même, on pourrait ajouter. Telles sont donc les démarches des 2 personnes qui viennent témoigner ce soir. Elles ont osé quitter une voie professionnelle pour aller au plus près d'elles-mêmes. On pourrait dire qu'elles ont osé la permaculture de leur propre jardin intérieur, avec courage, audace, mais aussi des doutes, des obstacles, des surprises et plus encore. C'est ce parcours que vont nous raconter nos invités. Élodie Proust, aujourd'hui ébéniste à Saint-Sauvent, et Lydie Borgia, maraîchère à Port-d'Envaux. À leur côté, Samuel Jules, facilitateur coordinateur du tiers-lieu à la Motte. Il va nous proposer un pas de côté pour regarder ces chemins par le prisme de la permaculture humaine. À l'issue de ces présentations, nous aurons un temps d'échange. Vous trouverez aussi en détail les coordonnées de nos invités et de nos partenaires, des publications à l'entrée ou à la sortie de la salle, tout dépend comment on voit la chose. Ainsi qu'une tirelire chapeau si vous souhaitez contribuer à l'organisation de la soirée. En préambule, avant de laisser la parole à Lydie et Élodie, Samuel, peux-tu nous dire quelques mots sur la permaculture humaine ? Ok, ça marche. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Terre Habitat 17 déjà pour cette invitation. Voilà, c'est très chouette. Je vais commencer très rapidement par mon parcours personnel, vu qu'on parle de parcours aussi. Je me dis que ça peut être intéressant de voir quel fil et où ça nous mène. Donc assez rapidement, aujourd'hui du coup je suis coordinateur du tiers-lieu à la Motte à Saint-Saturnin-du-Bois en Charente-Maritime. Ça fait bientôt 2 ans. Donc voilà, coordination générale de l'association, de la vie de l'association, gestion de projet, communication et tout ce qui va avec. Et donc je suis passé par un master en sciences de l'information et de la communication, voilà, stratégie et politique de communication publique. Et je réalise quand même que, même si j'ai l'impression qu'il y a eu un vrai voyage depuis, il y avait déjà un vif intérêt pour des thématiques qui étaient au croisement des thématiques sociales, culturelles, environnementales. On ne parlait pas de tiers-lieu à l'époque, mais c'est déjà des choses qui m'animaient, je pense. Et puis après, les premiers boulots comme chargé de communication, parce que j'étais formé à devenir chargé de communication, j'ai tenu 7 mois à Paris. Et après, je suis parti pendant 2 ans en woofing, voilà, sans revenu, en sac à dos, avec l'envie de bifurquer, je pense, sans trop de plans, vraiment juste partir. Voilà, donc un voyage qui a duré 2 ans. Et il y avait un attrait quand même assez important aussi pour la terre, pour le jardin. Je partais de rien, zéro, vraiment. Et je pense que ça nous a donné, moi en tout cas, ça m'a donné du temps. Je pense que ça, c'est une des ressources qui se fait de plus en plus rare. Et voilà, ce temps-là, ça a été celui de l'exploration et la découverte de la permaculture. Mais comme tout le monde au départ, moi, j'associais la permaculture à une technique agroécologique. Et finalement, en rencontrant plein de personnes et puis aussi en réfléchissant de plus en plus aux thématiques comme l'habitat participatif, comme les projets collectifs, le mouvement des oasis en France, etc. Quand je suis revenu en France en 2020, donc Covid, donc j'étais rapatrié de Colombie et je suis parti au Portugal où j'ai suivi du coup la formation de base. Il y a un cursus international. En français, c'est le cours de conception en permaculture. Et moi, je l'ai fait en anglais, c'est le Permaculture Design Course. Et voilà, je suis resté 4 mois là-bas, un peu en errance aussi, et en essayant de m'imprégner de toutes ces nouvelles portes que ça ouvrait. Et donc voilà, je rentre fin 2020, début 2021. Je suis un peu paumé à ce moment-là, hein, je dois dire. C'est pas savoir trop où aller et pourquoi je reviens dans ma Charente-Maritime natale, quoi. Et voilà, c'est là où a commencé la vie à la Motte Aubert. Enfin, j'ai découvert le tiers-lieu quasiment tout de suite. Et ça répondait un petit peu à toutes ces choses qui m'appelaient, qui rassemblaient un peu tous ces points-là. Et j'ai retissé le lien avec aussi le parcours de base en communication. Sauf qu'on va dire que j'ai complété ma formation parce qu'il y avait plein d'aspects de la communication dont j'avais jamais entendu parler, comme la communication non violente, comme les méthodes d'intelligence collective,
la gouvernance partagée. Donc voilà, j'ai fait plusieurs stages dans ce sens-là. Et voilà. Mais aujourd'hui, je me considère évidemment ni expert ni sachant en permaculture humaine. Voilà, j'ai mis le mot. Non, j'ai pas mis le mot explorateur plutôt parce que, véritablement, je pense pas on peut maîtriser ça. C'est des outils, des connaissances qui existent et qui sont accessibles à tout le monde. Et ça, je l'ai découvert. J'ai fait un slide de ressources après parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé de découvrir tous ces ressources-là. Et c'est avant tout de la pratique. Une forme d'ouverture, je pense, et un petit peu de courage parce que ça demande déjà de travailler la relation de soi à soi. Ça commence par ça. Comme en permaculture, on commence avec la zone 0. Et du coup, c'est après qu'on va vers prendre soin des relations interpersonnelles et des dynamiques collectives. Alors pour la permaculture, on peut passer au slide suivant. J'ai 15 minutes. On va y aller. Tout simplement, permaculture, au départ, c'est la contraction en anglais, c'est permanent culture. Donc en français, culture permanente, tout simplement. Et donc, cette notion qui est arrivée à peu près à la fin des années 70, c'est juste un nouveau paradigme qui va nous inviter à penser, à observer, à prendre du recul et à regarder les choses d'une manière systémique. Adopter une vue d'ensemble. Il existe autant de définitions de la permaculture, je pense, que de personnes qui se disent permaculteurs ou permacultrices. Après, on va y rattacher des notions de résilience, d'autosuffisance, de régénération, de pérennisation des systèmes, et qui vont permettre surtout de répondre à des besoins aujourd'hui, sans mettre en danger ou compromettre du coup, la réponse aux besoins des générations futures. On pourrait je pense, le résumer ainsi. Donc au contraire, la permaculture, elle invite à l'abondance et le but, c'est de créer juste une harmonie avec son environnement. Et on y reviendra aussi, la permaculture est très souvent associée au principe de conception. C'est avant tout un système de conception qui repose sur tout un ensemble de liens dans le but d'apporter abondance et harmonie. Donc si on regarde, en fait, il y a tout simplement un triptyque éthique de la permaculture, qui est celui-là, qui est très simple et qu'en fait on peut retrouver dans beaucoup de choses, notamment quand il y a eu la théorisation du développement durable. Ça pourrait y ressembler. Mais globalement, c'est la rencontre entre 3 sphères. Une qui est prendre soin de la terre, donc qu'on pourrait le plus facilement rapprocher à tous les designs de permaculture qu'on voit plutôt terrain, quoi, que ce soit maraîcher ou autre. Enfin, on va dire prendre soin des sols. À droite, prendre soin des hommes. Bon, ils ont mis des hommes, je préfère des relations, parce que des hommes, des femmes, prendre soin du nous, quoi. Et enfin, le partage équitable. Donc ça, c'est la permaculture, c'est un peu la rencontre de ces 3 sphères-là. Et du coup, quand on parle de permaculture humaine, on va s'intéresser particulièrement du coup à la sphère rouge, du coup, comment prendre soin des relations. Car comme des sols, les relations, ça se cultive et il faut en prendre soin. Et donc du coup, moi, c'est particulièrement cette partie-là, en fait. Enfin, quand j'ai découvert ça dans la permaculture, j'ai dit mais c'est ça en fait. Et j'ai compris que moi, ça allait plus se diriger vers ça et que j'avais plus d'attrait naturel. Enfin, j'adore le jardin, hein, je jardine toujours pour le plaisir, mais moi, ça m'a plus parlé. Et ça a commencé à faire plein de petits liens dans ma tête avec plein d'autres choses. Voilà. On va passer au slide suivant. On va pas y rester et je vous inviterai en fait à aller les découvrir. On y voit les 12 principes de permaculture. C'est des grands principes de permaculture, dont certains, en fait, ça paraît de soi. C'est des principes qui sont complètement universels, qui sont applicables à beaucoup de champs d'action. Donc je vous invite à aller les découvrir. Il existe toutes ces ressources en ligne, notamment l'Université populaire de permaculture en France. Mais par exemple, le premier principe, c'est observer, interagir. C'est le principe racine. Dans un premier temps, on va se poser, puis on va observer ce qui se passe avant de pouvoir rentrer en action. Et on retrouve des principes très généraux comme ne pas produire de déchets ou encore valoriser les énergies renouvelables. Et après, il y a des principes qui sont un peu plus originaux, je dirais. Et je voulais mettre en lumière peut-être un qui est valoriser et utiliser les bordures. Et ça ne peut pas forcément parler à première vue, mais voilà, en permaculture, peut-être que les amis maraîchers, maraîchères peuvent en témoigner, mais comme on voit par exemple dans nos campagnes, les haies, les haies sont des zones de bordure entre les cultures, et ces haies sont des zones riches,
Ce sont des zones fertiles, ce sont des couloirs de biodiversité. Et du coup, en permaculture, on va essayer de s'intéresser à ces bordures-là. Mais c'est pareil avec les humains. Et c'est pareil avec les collectifs. Et c'est pareil avec nous-mêmes. Les bordures, ce sont des espaces passionnants, fertiles. Et quand on va justement essayer d'aller à la rencontre de l'autre, on va vers la bordure. Et là, il y a une rencontre qui se passe et c'est riche aussi. Donc c'est un exemple de comment on peut appliquer un principe de permaculture sur du relationnel et de l'humain. Voilà pour les principes. Et après, j'ai mis un petit... Ah oui, j'avais mis ça aussi. Ça, voilà, du coup, c'est des exemples. Par exemple, pour mettre en application du coup cette permaculture humaine, comme au jardin, on a des outils, hein, on a des grelinettes et des râteaux et des pelles. On a aussi des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour prendre soin de nous. Et je les ai déjà mentionnés. Voilà, il existe la sphère de la gouvernance partagée, de l'intelligence collective, de la CNV. Et j'ai mis aussi les jeux coopératifs et les pratiques artistiques et sensorielles, parce qu'il y a beaucoup de ponts à créer avec ça. Et moi, du coup, je m'amuse un petit peu aussi à explorer ça, la rencontre entre des pratiques artistiques qui nous invitent à aller à l'intérieur pour pouvoir mieux interagir avec les autres. Voilà. Et après, je vous mets juste cette... mais je pourrais vous la remettre, mais ça, c'est quelques ressources qui sont c'est une liste complètement non exhaustive et qui se repose sur moi, mon parcours, enfin, en tout cas, moi, les ressources qui m'ont vachement aidé là-dedans. Et donc, à la fois des livres, particulièrement en haut à gauche, La permaculture et nous de Loubi McNamara. On va en reparler après sur l'outil de la toile de conception. Et le reste, pareil, des livres. Je crois qu'il y en a un qui est là ce soir aussi, là, La permaculture humaine. Et en bas, c'est plutôt soit des formations, soit des communautés, des communautés apprenantes, des réseaux de personnes qui s'intéressent à ces sujets-là, qui proposent des formations, qui proposent des stages et qui ont une panoplie de ressources en ligne, des outils très pratiques, des fiches pratiques qu'on peut utiliser quand on travaille en collectif, qui sont passionnants. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Voilà, donc je pourrais vous envoyer ces ressources si vous voulez. Merci. Ça va, je suis dans les temps ? Eh bien, Anne. J'ai des techniciens. Merci. Merci Samuel pour cette présentation sur la permaculture et en particulier permaculture humaine. Et bien, on va passer au témoignage, on pourrait dire, au chemin de bifurcation de d'abord Lydie et ensuite Élodie. Donc, je passe la parole à Lydie. Juste préciser que je vais prendre mon ordinateur et prendre quelques notes. C'est pas que je m'en fiche de ce qu'elles vont raconter, c'est que du coup, c'était prévu, je vais essayer de restituer des éléments pour après qu'on les mette en lumière avec un outil de permaculture humaine. C'est un test, c'est un crash test, j'ai jamais fait ça. On ose tout, hein. Bonsoir, ça marche. Donc, je me présente, je m'appelle Lydie Borgia, j'ai 48 ans et puis je viens de Dunkerque, donc dans le nord de la France, où j'ai fait mes études et où j'ai démarré mon métier dans l'éducation nationale. Donc, de 1997, j'avais 22 ans à l'époque, jusqu'en 2017, j'avais 43 ans. Donc, je vais vous raconter un peu mon parcours. Donc, j'ai fait un bac commercial. Avant, j'avais fait un bac secrétariat parce qu'en 1990-92, c'était l'ère informatique. Donc, c'était la bonne idée de démarrer des études dans ce domaine puisque l'ère Internet pointait déjà à son visage. Et donc, mes parents pensaient que c'était très bien de rentrer dans ce domaine. Donc, j'ai fait un CAP, un BEP secrétariat, suivi d'un bac commercial, parce que les secrétaires font aussi du commerce. Donc, on appelle ça les secrétaires commerciales. Et puis, par la suite, j'ai enchaîné par des études universitaires.
pour aller un peu plus loin, parce qu'un bac, c'est bien, mais si on peut avoir plus, ben, écoutez, il fallait faire des études supplémentaires. Donc j'ai enchaîné avec un bac plus 4, d'abord de la gestion commerciale, et puis j'ai découvert que je pouvais obtenir un job étudiant. Donc j'ai postulé dans une école pour devenir surveillante. Donc j'ai été embauchée en tant que surveillante d'externat. Et durant mon parcours universitaire et salarié dans cette école, j'ai découvert le monde de l'éducation. Et j'ai poursuivi mes études dans ce sens-là. J'ai préparé le concours de conseiller principal d'éducation. Et puis j'ai obtenu ce poste en 2000, on va dire, en 2000 à peu près. Et donc, j'ai fait carrière, on va dire, jusqu'à 2017 dans ce domaine-là. Et puis, un jour, une question s'est posée dans notre foyer. Mon mari n'était pas très loin de la retraite et il était hors de question pour lui de rester dans le Cher, en fait. Il était enseignant, lui aussi. Et la question se posait, est-ce qu'il déménage? Je déménage aussi, mais j'arrête mon métier, ou alors je continue, lui il part et moi je reste toute seule. Donc c'est un choix familial en fait. Et en même temps, la question se posait de dire, est-ce que moi j'ai envie de continuer si longtemps jusqu'à la retraite, hein, parce que j'avais 43 ans à l'époque, jusqu'à 60 ans, est-ce que j'ai envie de faire ce métier qui commençait à me peser, il faut bien l'admettre. Même si j'aimais beaucoup ce que je faisais, au bout d'un certain temps, on a envie de connaître autre chose, de se dire, commencer à 22 ans à l'éducation nationale, finir à 60 ans, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai envie de ça? Je ne suis pas sûre. Mon métier me plaisait vraiment, mais il y avait beaucoup d'évolutions dans ce domaine. On a connu beaucoup de réformes, on a connu beaucoup de modifications, etc. Et je trouvais que mon métier perdait un peu de son sens. Et donc, je n'avais plus la même motivation, le même entrain pour ce métier, même si la partie relationnelle avec les élèves et le côté éducatif me plaisait beaucoup. Je sentais quand même le poids peser sur les épaules. Et cette question de retraite, en fait, hein, qui concernait principalement mon mari, pas moi, m'est venue à l'esprit aussi, en fait. Et donc, à force d'y réfléchir, j'ai pris une décision et je me suis dit, peut-être que je peux faire autre chose. Et puis, je me suis intéressée à un reportage que j'avais vu sur justement ces gens qui changent de métier à tout âge, qui passent du coq à l'âne, des gens qui travaillent dans les assurances, qui devenaient bouchers, ou des personnes qui avaient des entreprises et qui devenaient animateurs de camping, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et donc, j'ai pris la décision à ce moment-là, avec le soutien de mon mari, bien sûr, de bifurquer et de changer de métier. Et il fallait trouver lequel, par contre. J'avais une passion depuis longtemps. Moi, j'aime la terre, j'aime le contact de la terre. Et depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours aimé faire le jardin, planter des fleurs, faire pousser quelques légumes. Mais tout ça, bien sûr, sous le statut d'amateur. Hein. Je n'étais absolument pas professionnelle du tout. Mais l'éducation nationale me donnait quand même pas mal de vacances. Et donc, je prenais vraiment plaisir à travailler la terre. Et puis, avoir le résultat, ça me rendait vraiment très heureuse. Et quand est venue la question de se réorienter, en fait, ça a été très simple. L'idée est venue d'elle-même. Enfin, voilà, je veux travailler la terre. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez trouvé votre projet, votre idée. Mais bon, voilà, il y a quand même... c'est pas si simple, hein, parce qu'on dit « je veux faire ça », mais comment on quitte un monde complètement, on va dire, intellectuel et administratif à un monde complètement physique et puis assez masculin, entre guillemets, parce que c'est quand même le métier d'agriculteur ou maraîcher, c'est quand même très physique.
Et bon, voilà, il faut s'attendre quand même à certaines difficultés, à certains obstacles. Donc là, voilà, c'était l'enjeu, c'était le défi à relever. Donc je me suis renseignée et l'idée d'une formation était la plus logique. Et j'ai postulé pour passer une formation, un BPREA, donc en centre de formation des adultes, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Alors, à la base, l'idée, c'était d'être crédible devant un employeur. Je veux travailler la terre, oui, certes, mais je n'ai aucune expérience. Je ne peux pas venir postuler sur un poste en disant, voilà, bonjour, j'ai été CPE, maintenant je veux devenir agricultrice, est-ce que vous voulez bien m'embaucher? Donc ça, ce n'était pas possible. Donc l'idée de la formation, c'était vraiment pour être crédible près d'un employeur. Donc j'ai fait cette formation. Et cette formation m'a permis de me rendre compte que finalement, je pouvais aller au-delà d'être salariée. Je pouvais peut-être avoir la possibilité et les compétences de gérer une entreprise, en fait, mon entreprise. Alors, à ce moment-là, on se dit, waouh, quand même, j'étais salariée à l'Éducation nationale, maintenant on me dit que je vais gérer mon entreprise, en agriculture en plus. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Ou est-ce que c'est juste un joli rêve, quoi? Donc, j'ai pris des rendez-vous, j'ai pris des contacts. Et puis, de fil en aiguille, en fait, tout au long de ma formation, ça m'a travaillé. Et quand vous avez pris cette décision, en fin de compte, tout s'enchaîne. Donc, on m'a convaincue que je pouvais créer mon entreprise. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour. Donc cette formation m'a beaucoup aidée dans mes démarches. Et tout en faisant cette formation, je me suis installée en 2019, donc à Port-d'Envaux, en maraîchage. Donc ça n'a pas été très simple, mais on y est arrivé à force d'aller chercher les informations à droite, à gauche, chercher de l'aide et faire les démarches nécessaires aussi. J'ai pu m'installer en maraîchage. Ce projet n'a pas été réalisé en fait sur un coup de tête. Ma décision de bifurcation, elle a pris quand même une année. Quand j'ai commencé à réfléchir à ma motivation, à si je voulais encore continuer ce métier, si j'en étais capable, parce qu'avec le temps, on change. On a aussi la fatigue, on a aussi des pertes de la patience. Est-ce que je vais avoir la patience d'aller jusqu'au bout, etc. Mais en même temps, est-ce que j'avais vraiment envie de lâcher ce métier qui me plaisait quand même bien? J'aimais quand même, il y a certaines parties que je n'aimais plus, mais il y a quand même d'autres parties auxquelles j'étais attachée. Et donc, il m'a fallu quand même un temps de réflexion. Et tout à l'heure, monsieur disait que le temps, c'était important. Et en fait, oui, c'est très important. Il faut s'accorder ce temps parce que c'est lui qui va vous donner, en fait, la réponse. Après avoir réfléchi longuement, après avoir fait des pas en avant, mais aussi des pas en arrière, parce que parfois, on a envie de reculer. On se dit, oh là là, mais je lâche quand même quelque chose de gros. Et est-ce que je vais retrouver la même chose? Ou est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Donc, j'ai pris le temps. Donc moi, j'ai pris une disponibilité en octobre 2017 et ma formation a commencé en septembre 2018. Donc on peut dire qu'il m'a fallu quand même un an pour prendre cette décision finale. Aujourd'hui, avec le recul, je dis que j'ai fait le bon choix. Donc même si il y a des moments difficiles, tout ne fonctionne pas toujours comme on le souhaite, pour la simple et bonne raison qu'on travaille avec du vivant et que, on est amené parfois à être confronté à des réalités un peu difficiles et cruelles même. Mais je ne regrette absolument pas mon choix. Et si c'est à refaire, je pense que je recommencerai, avec certaines choses peut-être différentes, hein. Mais voilà, je pense que j'ai fait le bon choix. Je suis très contente.
Et puis, je pense que, alors bifurquer, c'est possible, mais il faut vraiment insister sur le fait de prendre le temps de la réflexion, de se poser les questions qu'on a besoin de se poser et de trouver les réponses. Et quand tout ça s'est posé, et que la décision s'impose d'elle-même, en fait. Donc voilà, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'il est possible de bifurquer avec un peu de réflexion et surtout beaucoup de temps pour réussir sa bifurcation. Voilà ce que je peux dire ce soir. Je laisse la place à Élodie, c'est ça? Ben, merci Lydie. Et puis voilà, maintenant c'est au tour d'Élodie. Ça marche encore? Ouais. Bonsoir tout le monde. Alors, comment se raconter? C'est pas un exercice facile. Au début, donc, quand j'étais lycéenne, en fait, j'étais une personne qui n'avait pas forcément une passion ou un objectif précis ou un métier précis qui lui donnait envie. J'étais plutôt une personne très curieuse et par chance qui avait des bonnes capacités à l'école, donc des portes grandes ouvertes partout. Et donc à cette époque-là, il m'a été hyper difficile de répondre à la question quel métier je veux faire plus tard, et cette question qu'on pose très très tôt aux enfants en plus. Et moi, il m'a semblé que tout avait l'air intéressant, que je ne savais pas exactement à quoi j'avais envie de consacrer ma vie. Mais je trouve qu'à cet âge-là, finalement, on ne connaît pas assez. Enfin, en tout cas, moi, avec du recul, je me rends compte que je ne connaissais pas assez la vie pour savoir où j'avais envie d'être. Donc, j'ai choisi, après le bac, de faire des études supérieures à l'école qui s'appelle Sciences Po à Toulouse. C'est une école qui est très généraliste en fait et qui ouvre plein de possibles dans le domaine des sciences humaines, sciences économiques, juridiques, etc. Avec une année de césure à l'intérieur, une année à l'étranger, pendant laquelle on travaille ou pendant laquelle on étudie à l'étranger. Et c'est une école qui permet de se spécialiser petit à petit dans un domaine qui nous convient le mieux, par des stages, par un master, et donc à la fin, avec le diplôme, normalement, de trouver un travail. Donc voilà le parcours que j'ai choisi de faire, qui me semblait, alors avec l'orientation de mes professeurs à cette époque, parce que j'ai bien compris qu'il était bien évident qu'avec mes résultats scolaires, envisager une voie professionnelle ou envisager une voie qui ne soit pas des études supérieures était banni. Voilà. Donc j'ai été vraiment encouragée dans cette direction, ce qui, avec du recul, m'a beaucoup plu en termes d'ouverture de culture générale, de rencontres. Ça m'a fait bouger de mon milieu social, ça m'a fait bouger de ma région. J'ai pu aller à l'étranger. Donc j'ai vraiment appris de belles choses et je me suis spécialisée dans le domaine culturel grâce à des stages, grâce à des rencontres, grâce à un master, et domaine dans lequel j'ai travaillé à la suite de l'école. Donc je suis sortie de cette école à 22 ans, 21 ans, je crois, 22 ans. Et en fait, effectivement, j'ai trouvé du travail immédiatement dans une compagnie de théâtre dans les Deux-Sèvres. Et donc, je me suis chargée de la production, de la coordination, de la diffusion de cette compagnie de théâtre pendant plusieurs années, pendant 3 ans exactement. Donc, ça correspondait à ce que je cherchais, à ce que j'avais projeté de faire à la suite de mes études. Et je me suis retrouvée là, dans ces années, à apprécier beaucoup le rapport humain, le rapport culturel, la qualité des projets qui étaient montés par cette compagnie, l'éveil aussi artistique que ça a pu m'apporter. Mais alors ça a été beaucoup plus tôt que Lydie, du coup, la remise en question. Mais durant ces 3 ans, je me suis rendu compte que le travail en soi, dans l'acte de faire au quotidien, en fait, me plaisait pas. C'est-à-dire que j'aimais évoluer dans ce milieu, j'aimais les relations, j'aimais les valeurs et la qualité de ce qui était fait. Mais par contre, le travail consistait à écrire sur l'ordinateur, à passer des coups de téléphone, à monter des dossiers de financement, à défendre des projets en rendez-vous, etc., à faire des recherches de financement, à rappeler des diffuseurs, des programmateurs pour
vendre les spectacles, etc. C'était un travail très bureautique, finalement très cloisonné, très immatériel. Et la découverte en fait de ça s'est fait au cours de mon expérience. C'est quelque chose que j'aurais pas pu anticiper en fait. C'est-à-dire que l'idée que je me faisais du métier était différente de la réalité concrète de ce que j'y faisais dans la journée. Et donc au bout de 3 ans d'activité, il a été d'un commun accord. J'ai quitté ce travail avec une rupture conventionnelle. Donc dans de très bons termes avec la compagnie avec qui je travaillais, avec une première idée d'aller toucher à quelque chose de plus matériel, donc toujours dans le secteur culturel, de travailler dans la régie du spectacle, la technique. Et puis j'ai commencé des recherches de formation à ce sujet-là. J'étais prête à envoyer les dossiers de formation presque immédiatement après la fin de mon CDI. Et en fait, j'ai fait machine arrière. Parce que ça m'a semblé très rapide, j'étais pas sûre de moi et en fait j'ai décidé de quitter la maison dans laquelle j'habitais, d'acheter un petit camion et de passer un peu de temps sur les routes à rencontrer des gens, à aller expérimenter des choses qui me faisaient envie. Et justement, je rejoins complètement ce qui a été dit par vous deux, c'est de prendre le temps, en fait, de se chercher en prenant le temps et en prenant le temps dans l'acte, en fait, dans l'acte de faire, dans la rencontre, dans l'expérimentation, et non pas dans l'idée, dans la projection mentale qu'on se fait des choses, même si ça aide, même si ça guide et ça dessine des rêves. Là, j'avais vraiment besoin de toucher à tout, d'essayer des choses qui me donnaient envie, etc. Et ça a commencé par l'aménagement du camion, donc, qui m'a amenée à travailler avec des outils, à construire, à me renseigner, à capter la partie technique de la construction, etc. Là, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ça. Et puis, j'ai continué cette année donc, dans plein de milieux différents dans le Grand Ouest de la France, souvent sur des bases d'échange de travail contre hébergement, dans des lieux collectifs aussi, en woofing également. Et en fait, là, ça a été une année extrêmement riche, extrêmement bien remplie, avec beaucoup de diversité d'expériences et beaucoup de choses qui se sont déconstruites en fait pour moi dans cette année. Le rapport au travail, le rapport à amateur, professionnel. Qu'est-ce qu'un amateur, qu'est-ce qu'un professionnel ? Dans des milieux alternatifs où en fait on s'autorise à faire des choses alors que c'est pas notre métier, où on s'autorise à habiter différemment, à créer des rapports de travail différents, à avoir un rapport à l'argent différent aussi, avoir des gestions de collectifs différentes. Et en fait, cette année, ça a été quelque chose de très nourrissant, qui était un socle pour moi fondateur pour choisir quelque chose d'autre, je pense, avec du recul. C'était un cadre dans lequel j'avais le droit de pouvoir me poser des questions, de dire je ne sais pas, de prendre mon temps pour prendre une décision de formation ou quel projet je vais faire pour moi, etc. J'avais la chance, côté matériel, de bénéficier d'une aide de Pôle emploi, donc avoir aussi cette année pour ne pas avoir la pression non plus du salaire et de la rémunération en fait, dans les actes que je posais. Et donc, dans cette année-là, j'ai rencontré des personnes passionnées par le travail du bois, avec lesquelles il y a eu des échanges de procédés, c'est-à-dire que je les ai aidés à monter leur association, et en échange, j'ai appris à travailler le bois avec des outils traditionnels. Et en fait, la passion m'a été refilée. Et cette personne, je la remercierai vraiment beaucoup, Manu, donc, qui m'a appris à toucher le bois le premier, en fait. Et donc, ça fait mouche. C'est une matière que j'ai beaucoup aimée dans toute sa diversité, dans la diversité des outils, des approches, dans tout ce qu'on pouvait faire avec. Et donc j'ai continué à approfondir en fait ce rapport au bois à travers des stages aussi chez des ébénistes. Et puis à la fin de cette année, s'est profilé
la recherche d'une formation pour me former véritablement dans ce travail. Voilà, là, ça me semblait assez sûr, en fait, à ce moment-là, que j'avais envie d'apprendre ce métier. Je ne pensais pas que j'allais prendre autant de temps. Donc, en fait, ça m'a pris 5 ans pour apprendre ce métier-là. J'ai commencé par un CAP de menuisier, puis un CAP d'ébéniste, puis un BTM d'ébéniste, en alternance, parce que j'étais dans l'année de mes 25 ans. Donc, j'avais le droit d'être en apprentissage encore. Et j'ai travaillé dans 3 entreprises différentes à chaque diplôme. Donc j'ai été mobile, il a fallu que je sois mobile pour trouver des entreprises dont le travail me parlait et qui voulaient bien de moi aussi, parce que c'est vraiment pas évident à trouver, surtout quand on débute à cet âge, sans aucun bagage antérieur. Voilà. Et donc c'est pareil, le choix de faire ces 5 années de formation, d'études, parce que c'est des vraies études techniques et pratiques, elle s'est affirmée au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mon CAP de menuisier, je ne pensais pas aller jusqu'au BTM d'ébéniste. Ça n'avait pas été écrit quelque part. Je ne me suis pas dit, je fais 5 ans. En fait, c'est juste que mettant les pieds dedans, je me suis rendu compte que ce travail méritait vraiment d'approfondir et nécessitait, en plus, si on souhaitait avoir un peu d'aisance et de fluidité dans son travail, nécessitait qu'on y passe du temps à l'apprentissage et qu'on multiplie les expériences avec les professionnels. Donc, c'est ce qui s'est passé. 5 années d'apprentissage qui m'ont amenée sur le territoire de Saintes à la fin. Voilà, chez un ébéniste pendant 2 ans. Et donc, j'ai quand même été soutenue familialement pour me donner la force de faire ce trajet. J'ai dû faire aussi des concessions financières parce que le salaire d'apprenti, même s'il évolue, ça reste un salaire d'apprenti. Mais comme j'avais vu d'autres manières d'habiter, etc. aussi, et que je n'avais pas forcément de contraintes fortes d'enfants, etc., j'ai pu me contenter de certains modes de vie qui convenaient en fait par rapport à la rémunération de l'apprentissage. Voilà. Et donc, à la fin de ces 5 ans, je ne me suis pas dit tout de suite que j'allais me mettre à mon compte. J'ai fait de l'intérim pour multiplier les expériences, mais j'étais bien ici, donc, et ce n'est pas toujours facile de trouver du travail en tant qu'ébéniste salarié. Donc, l'intérim, c'était la solution toute trouvée pour aller toucher à des choses que je n'aurais pas fait, etc. Dans l'agencement nautique. C'était intéressant, mais absolument à l'encontre de mes valeurs personnelles et écologiques. Et donc voilà, j'ai pris ce que j'ai pu prendre, mais au bout d'un moment, c'était plus possible pour moi de travailler dans ce secteur. Et dans le même temps, j'ai commencé à rencontrer une association tiers-lieu qui s'appelle Big Up 17 à Saint-Sauvent, qui a disposé d'un petit atelier bois partagé, très équipé aujourd'hui, pas suffisamment pour moi, mais vraiment un outil qui permet de tester, de commencer, de faire par moi-même sans avoir à être employé quelque part. Et donc, j'ai entrepris de commencer à fabriquer des choses à Big Up 17, donc au départ en échange de bénévolat avec l'association. Et puis, j'ai fait aussi un peu de formation pour les adhérents. Donc, il a fallu que je crée mon auto-entreprise pour pouvoir avoir une rémunération en tant qu'intervenante. Et donc, ça m'a amenée à faire des choses un peu plus, à décider de les vendre, à répondre à certaines commandes. Et en fait, l'aventure l'entreprise s'appelle Sève Bleu. Et l'aventure de Sève Bleu, c'est un peu construit comme ça... de la même manière que j'ai fait ma formation, en fait, en faisant un pas après l'autre et en solidifiant un peu les bases et en construisant petit à petit l'outil et en utilisant l'expérience acquise et vécue pour prendre les choix d'après, en fait. Et pas forcément... Il y a toujours un peu de projection, surtout que mon mental, des fois, me rend un peu folle. Mais en tout cas, il y a aussi l'aller-retour entre ce qu'on va faire comme plan et puis ce qu'on vit réellement et comment on se sent, comment je me sentais dans cette activité, avec le rythme, avec le travail, avec
les projets que j'avais envie de faire, les clients que je rencontrais aussi, parce que ça fait beaucoup dans un parcours d'artisanat. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à Big Up pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, il m'a paru important de trouver mon atelier aussi pour me déployer et pour pouvoir avoir mes propres outils, avoir un matériel un petit peu plus professionnel, enfin, un matériel professionnel. Et voilà, et aussi exister quelque part, voilà, avoir mon propre espace, parce que dans un artisanat au temps plein, c'est pas toujours évident de partager un espace d'atelier. Et là aussi, il y a eu beaucoup de soutien, c'est-à-dire que l'existence de Sève Bleue avait déjà 2 ans. Et donc, par un concours de circonstances, je me suis retrouvée à proposer du crowdfunding, soutenu par la Chambre des métiers de Nouvelle-Aquitaine. C'était destiné à des jeunes artisanes de moins de 3 ans. Donc, je me suis dit, bon, bah, tout trouvé, ça doit être pour moi. Et donc, j'ai lancé un crowdfunding qui a été un lieu de soutien formidable par ma famille, par mes amis, par mes voisins, par le local, les associations locales, les personnes que je connaissais, enfin le réseau de Saint-Sauvent et d'autour, et qui m'a permis d'acheter notamment la combinée bois pour m'installer dans cet atelier. Et donc, je suis installée de cet atelier depuis 1 an. Donc, c'était en avril de l'année dernière. Donc là, maintenant, j'arrive sur je commence ma 4e année d'activité, avec 1 an dans cet atelier, 1 an de recul. Voilà, donc je ne sais pas quel recul, enfin déjà combien de temps il reste. Enfin, ça va, c'est bon. Quel résumé, enfin quelle conclusion je peux apporter à ce parcours-là. Je dirais que il est important de vraiment expérimenter et faire et toucher et se sentir soi-même dans un espace avant de choisir d'y aller. Donc on a plein de moyens pour ça, comme j'ai pu vous le dire un peu dans mon témoignage. Voilà, pour justement être en raccord, parce qu'en fait, on se découvre dans ces parcours-là, quoi. On découvre des facettes de soi. On est façonné aussi. Moi, dans mon métier, je suis vraiment façonnée par la matière. Ça m'a appris la patience, ça m'a appris un rapport aux outils, la confiance en moi. Ça m'a fait découvrir mon côté technique, logique. Voilà, qui du coup n'était pas forcément ce vers quoi on m'amenait en tant que femme en plus, donc ça m'a obligée à déconstruire aussi le rapport de genre dans le travail. Et puis donc voilà, en fait, on a besoin en fait d'être les 2 pieds dedans pour sentir vers où on veut aller et pour confirmer ensuite le parcours choisi. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai vraiment aucun doute que je suis au bon endroit. C'est pas facile non plus, surtout l'aspect être à son compte, qui demande beaucoup de persévérance, une force mentale pour sauter au-dessus des échecs, enfin s'en nourrir en tout cas. Et un travail assez intense aussi, parce que voilà, on compte pas ses heures, on y pense le soir, des fois on dort pas. Enfin, en tout cas, voilà, le fait d'être à son compte, c'est un choix de ma part, j'en suis heureuse, et en même temps, c'est intense. Voilà. Et donc, je sais pas, j'ai rien d'autre à dire en conclusion. Voilà. Je termine. Je crois qu'on aurait pu inviter 2 ou 3 autres personnes, tellement c'est passionnant. Merci, Élodie. Je vais repasser la parole à Samuel, qui va nous dire comment il a illustré, sous l'angle de la permaculture, ses propos, ses trajets. Alors, normalement, il y a un slide suivant. Voilà. Ouais. Ça peut faire peur un petit peu.
Au départ, c'était prévu d'avoir un truc un peu plus interactif avec un logiciel qui permet de faire des cartes mentales en ligne, etc., etc. Pas du tout très immatériel, quoi. Très. Mais je comprends. Je passe beaucoup de temps derrière l'ordinateur, du coup, au final. Ça va peut-être me faire poser des questions, moi aussi. Ça, en fait, du coup, c'est le fameux outil, la toile de conception de Loubi McNamara, en fait, qu'on retrouve sur la couverture de son bouquin que je vous ai mis dans les ressources avant. Qui est, vous allez rien voir là, mais qui est là. Et en fait, donc cette espèce de grosse toile d'araignée là, c'est ce qu'elle propose comme outil pour pouvoir aborder la conception en permaculture. Et celui-là, il est vraiment plutôt spécifiquement pour les projets, justement les projets de vie, des designs, ce qu'on appelle des designs de vie, des designs humains. Et donc voilà, cette toile, elle a 12 points d'ancrage. Et on voit qu'elle est divisée en 4 phases, avec une première phase de développement, une phase d'exploration, phase de productivité et phase de réflexion. Donc je ne sais pas si vous les voyez bien. Et en fait, l'idée, c'est... et c'est drôle parce que j'avais jamais fait cet exercice. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mes petits points d'ancrage sur mon truc. J'avais vision. Donc ça commence par la vision. Ensuite, on a les ressources, les limites, les schémas, les idées, les principes. Là, ce qu'elle entend par principe, c'est les principes de permaculture. Donc ça, il faudra que vous ayez révisé un petit peu avant les 12 principes de permaculture dont on parlait tout à l'heure. Intégration, action, élan, gratitude, réflexion, pause. Et en fait, l'idée, c'est de, non pas comme là, moi je l'ai fait en fait pour voir à quel point les propos qui étaient donnés, ça pouvait nourrir chaque point d'ancrage et pour avoir une vision d'ensemble en fait sur ce parcours-là. Mais la proposition avec cet outil-là, c'est plutôt justement à un moment donné de sa vie où on va se poser des questions, on est peut-être en phase de bifurquer, mais on ne sait pas trop, etc. Et ça part dans tous les sens et il y a beaucoup de réflexion. C'est ce genre d'outil qui peut nous permettre de prendre un pas de recul et de pouvoir justement observer correctement à l'instant où est-ce que j'en suis, quelles sont les myriades de ressources que j'ai, et non pas seulement souvent quand on pense à des ressources, on va penser à des ressources financières, des choses comme ça, mais en fait il existe énormément de ressources. Et là, quand j'ai rempli au fur et à mesure des parcours, il y avait plein de ressources qui ont permis à un moment de bifurquer. Donc ça pourrait être intéressant, je vais vous donner quelques éléments. Mais l'idée surtout de cette toile-là, on voit qu'il y a plein de liens à l'intérieur, que c'est tout interconnecté. C'est que du coup, l'invitation, elle n'est pas de forcément suivre de manière linéaire la toile de conception, qui voudrait logiquement qu'on commence en haut par la vision, puis qu'on aille vers quelles sont mes ressources, quelles sont mes limites, quels sont les schémas que je peux observer dans ma vie, que ce soit des schémas, alors elle différencie les schémas vertueux et positifs et les schémas d'érosion, qui peuvent être des schémas de pensée, des schémas de comportement. Les idées, évidemment, parce qu'il faut bien que ça parte d'une idée à un moment donné, etc., etc. Et donc, je vais illustrer très concrètement avec Lydie et Elodie. Mais donc, par exemple, moi, j'ai entendu pour Lydie qu'il y avait quand même, par exemple, au niveau de la vision, à un moment donné, il y a eu est-ce que moi j'ai envie de si longtemps jusqu'à la retraite de faire ce métier? Ça part d'une vision, ça part toujours à un moment donné de ça. Il y a une première vision. Et ensuite, il y a eu plein de ressources. Déjà une longue formation et une longue expérience dans l'éducation nationale qui quand même apporte au départ du relationnel, de l'éducatif. Donc ça, c'est forcément dans le parcours à un moment donné, même si on va bifurquer. J'imagine que c'est venu aider, même après dans l'installation en tant que maraîchère, c'est quelque chose qu'on garde. Et ça rappelle le principe de on ne produit pas de déchets en permaculture. Tout se recycle. Et donc toutes les expériences se recyclent aussi. L'envie de connaître autre chose, juste une envie de connaître autre chose, c'est une ressource. Un reportage inspirant qui peut être catalyseur. Voilà, un bouquin, un article. Alors là, c'était un reportage. C'est une ressource clé. Et à un moment donné, ça a permis de passer à autre chose. Le temps. On parlait du temps qui était une ressource. C'est beaucoup revenu. Le fait d'avoir du temps libre dans ce métier-là, c'est ce temps-là qui a permis de prendre du temps au jardin, de mettre les mains dans la terre, d'avoir de la réflexion et qui mène vers ça. Donc je pense que le temps, c'est quand même une des ressources les plus précieuses qu'on puisse avoir. Et on l'a retrouvé aussi juste après
Et moi, c'était pareil, hein, quand je suis parti, c'est qu'on a eu du temps. Évidemment, beaucoup de ressources à travers d'autres personnes. Des personnes, j'ai entendu, que ce soit pour l'une ou l'autre, surtout la famille, des amis, des personnes clés à un moment donné qui vont nous donner un coup de main, qui vont nous redonner confiance. C'est une ressource. Voilà, au même titre que 10 000 € est une ressource. Voilà, il y avait des limites. Voilà, par exemple, pour toi, Lydie, il y avait des limites. Un moment, moins de passion, de la fatigue, un manque de motivation. Les réformes dans l'éducation nationale. Donc, à un moment, ça a apporté des limites. Pour les deux, j'ai entendu des limites physiques et de déconstruction aussi, de faire sa place en tant que femme dans des métiers qui sont masculins. Bon, ça, c'est des facteurs limitants. Mais le fait de les poser dans son design, là, donc la proposition, par exemple, ça peut être de faire des petits traits après partir du point de ressource et puis, comme un arbre qui grandit, nommer toutes ces ressources, nommer toutes ces limites, nommer tous ces schémas, et à la fin, on se retrouve avec un... Alors, ça peut faire peur, hein. Moi, quand je l'ai fait une fois, du coup, après, on se retrouve avec une espèce de gigantesque toile, là, où on voit... Mais du coup, on voit tout, et on fait les liens. Et du coup, le fait de voir une limite, ça peut nous amener à une idée, et cette idée, elle va nous amener à de la réflexion, et cette réflexion, elle va nous donner une autre idée, et qui va permettre de mettre une action, etc., etc. Et voilà, donc là, il y avait... Voilà, ça veut dire que c'est fini ? Non, c'est bon. Pardon. C'était super intéressant, même il y avait énormément de ressources pour Elodie aussi. Le fait d'être très curieuse, d'avoir des bonnes capacités à l'école, c'est des ressources. Une année à l'étranger, avec beaucoup de rencontres, des milieux sociaux différents, c'est une ressource. Et puis en fait, c'est marrant parce qu'il y a eu comme une cascade de ressources, mais qui ont été à chaque fois générées, qui ont mené à des actions. Et ces actions ont permis d'autres ressources. Mais aménager le camion, voilà, donc aménager le camion, faire de la technique, utiliser des outils, etc. Ça, c'était une ressource. Et ça a permis une mise en action, une intégration du projet. Enfin, il y en a eu plein, quoi. L'aide de Pôle emploi, les premières personnes qui ont appris à travailler le bois. Et de la gratitude. Ça, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette proposition, c'est qu'elle intègre dans la conception les temps de pause, de réflexion et de gratitude. Donc la pause, on l'a vu, c'était quelque chose qui était extrêmement important. Mais généralement, quand on fait un design, on ne va pas se dire je vais mettre qu'en moment, j'ai fait une pause. Eh bien si, en fait. En fait, la pause fait intimement partie de la conception d'un projet de vie. Parce qu'elle permet de prendre du temps. Et avoir de la gratitude pour des personnes clés ou même des choses, des événements, ça vient aussi nourrir cette réflexion. Et donc là, j'ai entendu une grosse gratitude à Manu. Et puis à Big Up 17, donc Big Up à Big Up. Mais je pense que c'est important et voilà, c'est une invitation à avoir les choses un peu plus larges. Et je pense que de revenir à ce sentiment-là de gratitude va souvent nous inspirer et nous mener plus facilement à des bonnes réflexions, des bonnes idées et des mises en action. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est quand même très théorique et c'est compliqué. Moi, ça m'a mis du temps à le comprendre, ce truc-là. Voilà, on a déjà animé des sessions de 5 jours pour pouvoir faire une toile de conception à part entière. Mais moi, j'ai vu là qu'en 20 minutes, j'ai rempli tous les points d'ancrage avec les parcours de Elodie et Lydie et ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Voilà. Mais je vous recommande. Moi, j'ai vraiment commencé par ça. C'est voilà, l'ouvrage La permaculture et nous de Loubi McNamara qui est extrêmement complet et qui, voilà, si ça vous intéresse, peut être bien. Ça marche. Merci pour cet éclairage et qui peut être transposé à tout projet. Et donc, ça va nous permettre de passer à la partie suivante. Et je laisse la parole à Anne. Bon, à vous de jouer. Hein. Non, on va pouvoir passer au temps d'échange avec nos invités. On a convenu pour ce soir de ne pas aborder spécialement des points techniques sur leur métier, mais plus sur leur cheminement. Les outils de la bifurcation aussi, ou de la reconversion, avec ce que nous a présenté aussi Julien en début de soirée.
Lydia et Denis sont dans la salle pour vous porter un micro. Mais avant cela, quand même, il y a une petite question qui nous a traversé aussi. Qui, dans cette salle, parmi vous, a déjà bifurqué ou est en cours ? Et bien voilà, on s'est dit, avec tout ça, les échanges vont être forcément riches. Donc, la parole est à vous. Oui, Élodie, vous aviez un peu parlé de l'évolution de votre rapport à l'argent, mais du coup, je voulais l'interroger peut-être un peu aussi avec Lydie. C'est comment a évolué votre rapport à l'argent et votre relation à l'argent dans votre projet ? Voilà. Est-ce que c'était une question ? Est-ce que ça n'en était pas une ? Et du coup, quel cheminement vous avez fait sur ce sujet-là ? Ok, c'est une question, c'est une bonne question. Alors, déjà de base, je pense que même dès le début, j'ai jamais fait mes choix en fonction de la rémunération que je pouvais avoir via un projet professionnel. Même dès le début, dès le lycée, cette case rémunération de la fiche métier au NICEP, là, je comprenais pas très bien. J'avais pas envie de choisir, en tout cas, une voie guidée par ça. Donc, on va dire que le socle a pas été, était pas construit sur cette base-là. Disons que par la traversée du milieu alternatif pendant 1 an, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se passer autrement qu'avec l'argent, mais que c'était des choix de vie et que c'était aussi un autre mode de vie, donc aussi beaucoup de travail ou beaucoup d'énergie mise dans les choses, et pas donc des choses qu'on ne peut pas forcément acheter, mais qu'on va faire ou faire par soi-même, ou des échanges, des dons contre dons, et surtout être en réseau aussi, dans des collectifs, ne pas être seul, parce que seul, c'est dur d'être seul et de ne pas avoir d'argent. Donc, j'ai appris ça par cette année-là. Et donc, disons que ça m'a donné une sorte de préparation à avoir un tout petit salaire en étant apprenti. Et donc, les solutions d'habitat que j'ai trouvées, etc., c'était des prêts de logement ou contre travaux ou ce genre de choses. Ou des colocations, ou voilà, c'était surtout la question de l'habitat, en fait, parce que finalement, c'est une des choses les plus lourdes, je trouve, dans le rapport à l'argent qu'on a, c'est se loger, se nourrir. Après, ça m'a fait cheminer, mais j'étais déjà bien dessus sur la sobriété, le peu de besoins, en fait, dans la vie aussi. Donc, en fait, j'ai été pendant 5 ans, pour être précise, en dessous du SMIC en tant qu'apprenti. Voilà. Ce qui n'était plus le cas ensuite lorsque je suis devenue salariée. Donc, après, le salaire d'un artisan, d'un employé, d'un ouvrier artisan, c'est le SMIC, généralement. Et en étant à mon compte, la chose se construit progressivement, en fait. Les premières années, pas grand-chose. Donc, les aides sociales sont utiles. Aujourd'hui, la rémunération est là, mais elle n'est pas encore celle que j'aimerais avoir pour me stabiliser, on va dire. Mais je sais que ça met du temps aussi, parce qu'en fait, quand on est à son compte, on privilégie, je trouve, en tout cas c'est mon cas, beaucoup plus la prudence et la sécurité financière, faire tenir son petit atelier. Voilà, si jamais on a des coups durs, etc., on n'est pas dépensier, quoi. Enfin, je ne suis pas dépensière. Si j'ai des bons chantiers, je me rémunère un minimum dont j'ai besoin. Mais donc là, par exemple, aujourd'hui, je me rémunère 800 € par mois, ce qui est peu, mais voilà, je vis avec peu aussi. Et donc voilà, quand l'activité fonctionne, mais en fait, je préfère être prudente si jamais j'ai une machine à acheter, si jamais il y a une machine qui casse, voilà. Mais ça, c'est le fait d'être à son compte. Je pense que quand je serai plus assise dans mon activité, avec un calendrier plus
plus solide aussi, etc. Je pense que j'oserais un peu plus me rémunérer, donc avoir une vie peut-être un peu plus facile des fois, et sans avoir peur forcément que mon activité ait des embûches, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, si c'était ça la question. Ok. Tu veux répondre aussi ? Donc moi, je rejoins Elodie sur le côté être à son compte. Alors effectivement, moi j'ai quitté l'éducation nationale avec un salaire confortable. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, en maraîchage, il faut oublier ce côté un peu cosy du salaire. Mais effectivement, c'est un choix. Alors moi, j'avais pas vraiment ce problème d'argent de vie pour vivre, puisque j'avais un mari qui avait quand même un salaire à côté. Ceci étant dit, j'avais une entreprise à faire vivre, et exactement ce que Elodie disait, l'argent que je gagnais, enfin que je gagne encore aujourd'hui, c'est mon entreprise en fait qui en profite. Je crois que je préférerais faire vivre mon entreprise et la protéger de tout ce qui peut arriver aujourd'hui, plutôt que de me prendre un salaire et puis au déclin de l'entreprise. En fait, on a créé un bébé, en fait, et on veut le protéger absolument. Et effectivement, on fait le sacrifice de l'argent, mais à côté de ça, on y gagne tellement en bien-être et en joie de vivre, en joie de vivre, en fait, qu'on trouve son équilibre quand même. Après, je pense que c'est un choix de vie. C'est sûr que si je veux gagner plus, il va falloir que je travaille plus, au risque de perdre le plaisir de mon métier, en fait. Parce que bien sûr, on peut toujours gagner plus, mais il faut travailler plus. Et si faire aujourd'hui du maraîchage à l'image d'aller au bureau tous les jours et puis faire ses 8 heures sur l'ordinateur et puis rentrer et être épuisé, et puis demain recommencer avec la boule au ventre ou bien le boulet, non, je préfère pas. Je préfère quand même garder ce plaisir de travailler, peut-être avoir une petite rémunération, mais l'entreprise vit, et si l'entreprise vit, moi aussi en fait. Donc voilà, pour le côté argent. Merci déjà pour ces belles paroles que vous nous avez données. Je voulais vous poser une question que moi je me pose, savoir comment vous dessinez la limite, si il faut dessiner une limite, entre votre vie professionnelle, qui est un schéma qu'on essaye de nous donner, moi qu'on m'a donné aussi, entre la vie professionnelle et la vie personnelle ou privée. Et moi, c'est une zone qui est un peu glissante pour moi, mais je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Voilà, merci. Alors là, c'est une question compliquée quand même. Enfin non, c'est une vraie question. Comment on met des limites ? Moi, j'ai pas réussi. Tout simplement, j'ai entraîné ma famille dans mon projet. En fait, j'étais très soutenue au départ. Il n'y avait pas de souci. Mon mari me suivait. Mon fils, il est là dans la salle. Il a suivi. Il était content pour sa maman parce qu'elle était contente aussi. Et j'avoue que je me suis fait absorber en fait par ma passion. Et donc, j'ai pas su mettre les limites entre la vie professionnelle et la vie privée. Alors, je pense que c'est le métier qui veut ça, parce que la nature vit H24. Quand nous, on dort la nuit, la nature continue, elle. Donc, il arrive un moment où soit on continue, soit on est débordé, et on risque après dans mon métier, personnellement, je ne parle pas en général. Moi, je suis maraîchère, donc l'herbe pousse, les légumes poussent, il faut récolter, il faut désherber, il faut vendre, il faut faire les papiers administratifs, il faut faire plein de choses. Et c'est vrai que les 2 premières années, c'est normal qu'on est absorbé par son métier, etc., et qu'on n'arrive pas à faire le lien, la séparation entre vie privée et vie professionnelle. Et en fin de compte, la 3e année, ça va un peu mieux. Mais vous savez aussi que vous avez grandi dans votre expérience, et donc vous avez envie de tenter de nouvelles choses.
Et donc, vous continuez. Et en fait, ça ne s'arrête pas. Et soit vous avez un conjointe qui est aussi passionné que vous, et là, c'est génial. Soit vous faites des compromis, et puis à un moment donné, il faut discuter, et puis essayer de trouver une bonne entente, quoi. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, j'arrive pas à faire... j'arrive pas à faire la séparation. Mais voilà, moi, j'adore ce que je fais, et donc... quand j'y suis pas, j'ai l'impression de perdre mon temps, en fait. Alors que bon, après, j'exagère, hein. J'aime aussi prendre du temps à l'extérieur, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce que je fais. Donc, du coup, j'ai du mal à couper le lien entre vie privée et vie professionnelle. Voilà. Donc, je sais pas si c'était une bonne réponse, mais... Oui, ça me fait penser, parce que pour le coup, ma mission m'amène à rencontrer énormément de gens qui souhaitent se reconvertir et donc qui se posent cette question-là souvent. Et ça m'amène à penser, moi, que la question de la limite, c'est une question... c'était une très bonne question de votre part, mais la question en elle-même est une question virtuelle, en fait. Il n'y a pas de limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle, parce que vous n'avez qu'un seul corps. Et que de toute façon, c'est quelque chose qui se continue. Élodie, elle a dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant, elle a dit que la matière vous transforme. C'est ça. Donc quand on fait quelque chose, ça ne change pas seulement la matière qu'on transforme, ça change aussi le corps qui transforme la chose et ainsi de suite. Donc il y a forcément quelque chose qui bouge. Il y a pas mal d'études qui se font autour de ça, en psychodynamique du travail surtout, et sur... par exemple, je pense à la question des assistantes maternelles. Alors elles, en plus, elles ont une difficulté particulière qui font qu'elles exercent en plus chez elles, souvent. Elles reçoivent les enfants des autres chez elles et qui ont ce réflexe, qui est un réflexe de compétence, qui fait que quand on travaille avec des enfants, on sait par exemple que quand ils arrivent, il faut qu'on sourie. Parce que si on ne sourit pas, ça va être l'enfer tout le temps, parce que le gamin, il sent que ça ne va pas, et comme il sent que ça ne va pas, il va appuyer là où ça fait mal, et ça va être compliqué. Et donc, elles ont ce réflexe, du moment où il y a le gamin qui rentre, que hop, et hop, on sourit, et ça finit par s'ancrer dans leur corps, et ça finit par s'entrer dans leur corps tellement que, du coup, même le gamin sorti, il y a des réflexes qui sont difficiles à avoir, même avec son conjoint, même jusque dans la chambre à coucher, pour être tout à fait honnête, les études finissent par montrer ça. Donc, c'est pas tant une question de limite qu'il faut se poser quand on pense à se reconvertir qu'une question d'équilibre à trouver. Et souvent, quand on va se former, ou quand on a une difficulté au travail, ça, il faut peut-être le prendre dans ce sens-là, quand on a une difficulté au travail qui fait qu'on aimerait bien pouvoir en changer, c'est que ça appuie sur une des deux jambes, la jambe du travail, et donc si de l'autre côté, il n'y a pas une jambe qui est solide, il y a tendance à ce que ça boite, quoi. Mais en tout cas, il y a forcément un impact, parce que vous boitez. Donc on ne peut pas vraiment penser la limite que penser à l'équilibre. Comment est-ce que je rééquilibre la question ? Je ne sais pas si c'est très clair ma réponse, mais... Mais l'idée d'équilibre, je trouve que c'est une très bonne vision, en fait. Parce qu'effectivement, si on a bifurqué, si on a choisi une autre voie ou de construire quelque chose d'autre, c'est parce qu'on cherchait son équilibre, en fait, dans sa voie professionnelle également, ou qu'on voulait peut-être mettre un peu plus de soi dans son travail, etc. Et du coup, moi, je vois aussi ça comme une fluctuation, cet équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où c'est nécessaire d'appuyer plus sur la jambe professionnelle, notamment quand on se met à son compte les premières années. Enfin, c'est un truc, si on n'y met pas de soi-même son énergie, son impulsion, c'est nous qui tenons le truc qu'ils construisons, quoi. Donc les 2-3 premières années, moi, là j'en suis encore dedans un peu, mais je sens que ça commence à se tasser un peu. Mais il y a quelque chose de totalitaire, en fait, hein. Parce que si c'est pas moi qui le fais, personne le fera, et je dois tout construire, etc. Après, effectivement, il peut y avoir des déconvenus dans la vie personnelle, et dans ces cas-là, savoir être à l'écoute aussi de l'espace intime et de l'espace amical, etc., pour pas non plus venir plomber sa deuxième jambe. C'est là où c'est un jeu subtil, mais être bien entouré aussi de personnes qui sont en capacité de comprendre qu'il y a des périodes dans la vie où on est un peu entier dans ce qu'on fait, et par contre on reviendra.
à un moment, quand ça sera plus tranquille pour nous. Donc moi, c'est un peu ce qui s'est passé. Et là, je sens que je reviens et qu'en même temps, je suis tout aussi passionnée dans mon travail, mais que maintenant, c'est que j'ai besoin de me nourrir un peu plus de vie amicale, de vie intime, etc., pour me rééquilibrer. Voilà. Parce qu'il y avait quelque chose d'un peu excessif aussi dans ces 2-3 premières années. Et là, l'équilibre se fait un peu à l'inverse. Et puis, j'espère qu'à un moment donné, il se trouvera un peu le juste milieu. Et puis, peut-être qu'il y aura aussi des fluctuations, en fait. Parce qu'on peut avoir un moment où, moi, en tout cas, dans mon cas, je vais avoir un moment où il va y avoir un très gros chantier qui va me demander avec des délais courts. Et donc là, il ne faut pas réfléchir, quoi. Enfin, voilà, semaine, week-end. Mais bon, ça dure 2 mois et ensuite on revient un peu à... c'est ça, comme toi dans les saisons de maraîchage en fait. Il y a des moments, voilà, c'est en ce moment par exemple, moi c'était en février, tu vois. Et donc je sais qu'en juillet ou en août, ça va se détendre. Par contre, je commence à me fabriquer un outil qui est vraiment le budget prévisionnel dans mon cas, qui me permet de quantifier le nombre d'heures de travail que je dois faire dans l'année pour atteindre la rémunération que je souhaite avoir. Et donc, combien de chantiers je dois prendre, quel est le seuil minimal en fait, de chantier que je dois prendre pour que mon atelier tourne, pour que je puisse payer mes charges, avoir un peu de confort à côté pour si jamais il y a des problèmes et des machines qui cassent, et me rémunérer correctement chaque mois. Et ça, je l'ai calculé, le budget prévisionnel annuel est un très très bon outil pour quantifier combien d'heures à passer théoriquement à son travail. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour vos témoignages. Et comment vous avez fait le deuil des trucs positifs de ce que vous viviez avant? Parce que j'ai l'impression que je pense que c'est le truc qu'on veut pas, enfin c'est ce qui empêche de bifurquer en fait. On se dit c'est quand même pas mal, il y a quand même des trucs bien dans mon boulot, il y a quand même un salaire qui est sympa, puis j'aime bien les enfants, enfin moi je suis prof aussi, donc voilà. Donc est-ce que ça fait pas partie d'une limite très très forte finalement pour une partie des gens? Après je parle pas des gens qui détestent leur métier, mais se mettre en cohérence, c'est pas toujours facile quand on a l'impression qu'il y a une partie de nous-mêmes qui est déjà en cohérence avec notre métier. Je crois que chacune, vous parliez de ce que vous aimiez dans vos métiers anciens. Après, j'imagine qu'il y a des choses qui arrivent à se recycler. Peut-être que c'est peut-être plus spectaculaire. Enfin non, je crois que finalement, vous êtes parti sur des métiers qui ont une grosse part d'individualité quand même. Enfin, vous êtes en rapport avec soit la terre, soit avec un matériau. Il y a une part de solitude, alors que vous disiez que vous aimiez les réseaux, en fait, les réseaux et les rapports humains. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ce frein et comment est-ce qu'on fait pour reconstruire un réseau, quoi? Alors, alors moi, c'est très simple, en fait. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que dans mon métier, j'aimais beaucoup le contact avec les jeunes, avec la relation avec ces jeunes qui aiment découvrir, qui aiment apprendre, etc. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas voulu faire ce deuil, en fait. Alors, j'ai bien voulu faire le deuil de l'argent, hein, du salaire, comme vous disiez à un instant, mais pas ce côté, justement, relationnel. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir connu une école à Saint-Georges-des-Coteaux. C'est l'IME Pro de Saint-Georges-des-Coteaux qui accueille des jeunes en situation de handicap. Et j'ai un vrai partenariat avec cette école. Et donc, je reçois ces jeunes sur mon exploitation et je leur fais découvrir donc le métier. Mais on a un projet, c'est-à-dire que ces jeunes ont pour ambition plus tard d'intégrer un ESAT pour devenir des travailleurs. Et donc, j'apporte mon lot au moulin. En fait, je leur apporte quelques bases, les bases les simples règles de venir à l'heure, de respecter des consignes, de venir de respecter le matériel, d'avoir les équipements de sécurité, etc. Et ce lien est important pour moi. C'est quelque chose sur lequel je ne ferai pas l'impasse parce que ça m'apporte justement... ça continue à me nourrir. Et donc, je n'ai pas fait ce deuil. Et du coup, je me sens bien dans ce que je fais. Donc, j'ai à la fois la terre,
mais j'ai aussi le contact avec ces jeunes. Je prends également, j'accepte sur l'exploitation des stagiaires scolaires, mais aussi des adultes en formation qui veulent découvrir le maraîchage ou qui s'essayent simplement à autre chose. Donc il y a toujours le côté éducatif, pédagogique, partage. Alors le premier mot ici, ça serait le partage, parce que j'adore ce que je fais et eux, ils sont là aussi pour découvrir, pour apprendre. Donc moi, je peux leur apporter ça. Et du coup, j'ai le bien-être de mon côté. Donc le vrai deuil que j'aurais pu faire par rapport à mon ancien métier, donc effectivement, c'est la rémunération, entre guillemets, puisque je l'accepte volontiers. Le temps de travail. Donc j'étais aux 35 heures, j'avais beaucoup de vacances, effectivement. On pourrait penser que je fais le deuil des vacances, mais en fait, pas du tout, parce que même si c'est contradictoire ce que je vais dire, je peux faire jusqu'à 60 heures semaine, donc de vrai travail, mais à la fois, c'est comme si j'étais toute l'année en vacances, en fait, sur mon exploitation. Je prends un tel plaisir à travailler, même si c'est difficile. Il y a des fois où c'est vraiment difficile, et waouh, tant que ça s'arrête. Mais n'empêche que je suis quand même contente d'être là, et voilà, quoi. Donc le deuil, c'est vraiment le côté financier. Et j'ai réussi à jongler, en fait. Prendre un petit peu de ce qui me plaisait là-bas pour le ramener sur l'exploitation. Donc voilà. Et puis il y a plein d'autres projets. Je travaille également, je participe aux visites actives de l'association Terre d'Ève, si vous connaissez. Donc j'ai plaisir aussi à faire découvrir mon métier sur l'exploitation pour des gens qui veulent découvrir un tas de choses, faire son purin d'ortie soi-même, essayer des nouveaux outils, semer des engrais verts, etc. Donc il y a toujours ce contact et cet échange. Donc c'est l'idée que j'ai trouvée pour être heureuse. Voilà. Moi, effectivement, ça a été compliqué à certaines périodes. J'en ai pas fait le deuil, mais ça a été compliqué quand j'ai vu que je m'éloignais ou que j'avais de moins en moins de temps à consacrer au secteur culturel, artistique, associatif. Notamment sur l'année dernière, l'année de l'installation de mon atelier qui m'a pris beaucoup de temps, plus les projets et les commandes à côté. Et donc oui, ça a été difficile quand je me suis rendu compte de ça. Et en fait, j'ai très vite... c'est pas encore bien installé pour le moment, mais je souhaite pouvoir m'y consacrer encore, mais à travers plutôt la vie associative, le bénévolat, et éventuellement des collaborations aussi. C'est des choses que j'avais fait pendant que j'étais en formation, la fabrication de décors de spectacles, etc. Et parce que c'est vrai que j'aime beaucoup évoluer dans le milieu avec des artistes. Je trouve que c'est créatif, c'est vivant. Et bon, il y a plein d'autres secteurs vivants, mais en tout cas, j'aime bien le grain de folie aussi qu'on retrouve dans ce milieu-là. Et donc, voilà, ça sera peut-être pas à travers mon activité, parce que malheureusement, économiquement, il faut qu'elle soit viable, et donc je peux pas forcément travailler pour des compagnies de théâtre en décor. Mais par contre, à travers ma vie d'à côté, parce qu'en fait, on n'est pas non plus que notre travail, et de pouvoir de temps en temps prendre une semaine, aller aider au montage d'un festival, aller aider le projet d'un ami, d'une amie de spectacle, etc. Et donc, c'est toujours là, en fait. Pour rebondir, on peut prendre votre question à l'envers. Je ne suis pas persuadé que ce soit plus simple quand on en a vraiment marre. Parce que pour le coup, je les vois, les gens qui en ont vraiment marre. Et quand on en a vraiment marre, ça commence à rentrer dans le corps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand ça commence à rentrer dans le corps, on n'y croit plus. Et on n'a pas l'énergie. Et là, à ce moment-là, prendre le taureau par les cornes, même si ça semble la seule sortie possible, il faut que je sorte de là pour survivre, quoi. Ben, pour autant, c'est aussi ça qui enlise souvent. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui vous travaillez là. Je ne sais pas quand est-ce qu'est votre visite active. D'ailleurs, je vais vous faire un peu de promo. À la Belle Étoile, c'est quand la prochaine visite active? Elle est passée. Je l'ai rencontrée vendredi dernier. Elle me disait qu'elle se reconvertissait tous les 10 ans, justement avant d'en avoir marre. Parce qu'une fois qu'on en a marre, après, c'est trop tard.
Et on est pris dans une habitude et dans des choses qui font qu'on a du mal à envisager les choses en termes de vision, en termes de projet, comme tu disais tout à l'heure. Pas très habituée au micro. Ouais. Moi, je crois vous avoir entendu dire toutes les deux que vous ne veniez pas d'ici. Est-ce que vous vous seriez imaginé faire ces projets-là d'où vous veniez à la base? Ou est-ce que vous avez eu besoin justement de vous ancrer ailleurs? Comment vous l'auriez vécu si ça avait été chez vous? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais... C'est une super question. Moi, pas du tout. Ce projet-là, je ne me le serais pas vu faire chez moi, ou en tout cas à l'endroit où j'ai grandi. Parce qu'en fait, ici, il y a une convergence des facteurs qui font que l'installation ici fonctionne, que peut-être, je ne sais pas, c'est fertile en tout cas. C'est fertile pour cette activité. J'ai rencontré des clients, je rencontre des gens qui collaborent avec moi, et j'ai pas l'impression, dans ce que je connais de là où j'ai grandi, que j'aurais trouvé autant d'écho à cette idée. Voilà. Donc après, ça se trouve, on ne sait pas en fait. C'est des si parce que c'est une suite de choses. Et donc voilà. Mais c'est vrai qu'ici, il y a quelque chose qui favorise beaucoup le projet que j'ai mis en place. Voilà. Alors moi, pareil, je ne peux pas répondre, puisque mon projet est né justement de tout mon parcours. Moi, j'ai quitté Lille, enfin l'Académie l'Académie de Lille quand j'avais 30 ans, puisque l'éducation nationale m'a menée dans l'Académie d'Orléans-Tours par voie de mutation. Donc du coup, concours de circonstances. Ensuite, c'est le fait que mon mari approchait de la retraite, qu'il ne voulait pas rester dans le Cher, que lui adorait la Charente-Maritime, qui fait que je l'ai suivi. Alors voilà, je ne peux vraiment pas répondre. Si je revenais en arrière, je pense que, comme c'est mes parents qui ont quand même guidé mon parcours scolaire et puis le fait de devenir fonctionnaire, je pense que j'y serais encore si je n'avais pas eu cette possibilité de glisser par l'éducation nationale. D'ailleurs, l'éducation nationale, c'est bien pour les voyages, je vous le dis. Ça vous fait voyager. Donc, non, vraiment, je pense pas que... En fait, je peux pas dire, mais moi, c'est vraiment les circonstances qui ont fait que ce parcours nous a amenés en Charente-Maritime et que je suis devenue maraîchère. Voilà. Je pense juste que c'est vrai que s'éloigner, je pense que ça permet quand même de se réinventer un peu. Parce qu'en fait, on s'extrait d'un groupe d'amis, d'une famille, qui nous regarde avec un certain regard. Et c'est pour ça qu'on parle aussi, le voyage, etc. En tout cas, des moments comme ça où on peut se découvrir dans d'autres espaces et avec d'autres personnes et ne pas avoir la peau, le costume qu'on a eu ou les attentes, c'est ça. Donc, s'il y a quelque chose quand même dans l'éloignement et de se réinventer, ouais. Oui, je voulais juste, pour dire que c'est possible aussi de s'éloigner. Et du coup, en effet, ça facilite, et je suis d'accord, énormément du coup, la transformation intérieure parce que on sort de sa zone de confort, on va voir d'autres choses, rencontrer des personnes qui vont nous transformer, etc. Mais c'est aussi possible de revenir chez soi, de laisser tout ça infuser, et se dire je vais jamais rester ici, c'est pas possible, j'ai grandi là, c'est tout plat, il n'y a pas de montagne. Et puis en fait, on finit par rester là. Parce qu'on rencontre d'autres personnes, en fait. Parce que je pense que c'est pas parce qu'on revient sur de là où on vient, la région d'où on vient, mais on garde quand même tout ce qu'on vient de faire, là, les 10 ans qu'on a parcouru, aller soit dans des grandes villes, soit à l'étranger, soit ailleurs. Et du coup, ça va nous mener à des endroits où on ne serait pas allé. Par contre, on va apporter vraiment un regard différent sur le territoire sur lequel on est. Et moi, c'était mon cas. Je soupçonnais pas m'installer ici, quoi. Et en fait, comme je disais, je suis rentré. Je me rappelle vraiment très précisément, je rentrais du Portugal et premier week-end, j'ai juste suivi ma mère.
chez les maraîchers du coin, justement, à la cueillette du Mignon. Et paf, et là, tiers-lieu, ils recrutent un coordinateur, et voilà. Un week-end. Et c'est ça, en fait, je pense que bon, déjà, il y a aussi la vie qui t'amène un peu là où tu devrais, mais je pense que voilà, vraiment, des fois, on ne soupçonne pas ce qui se passe en fait, sur nos territoires. On se dit toujours qu'on va peut-être avoir un mirage comme quoi il y a des choses ailleurs, mais j'ai de plus en plus la conviction qu'il y a des projets très intéressants partout et il y a des personnes qui veulent faire des trucs formidables partout, vraiment partout. Et que c'est juste quel prisme on veut, enfin voilà, quel regard on a, quelles lunettes on met sur le monde. Et voilà, donc c'est aussi possible de faire ça chez soi. Ouais. Je me disais que les deux cas, peut-être les trois cas présentés sont des gens qui quittent peut-être soit le salariat, soit une position intellectuellement confortable dans la société. Et là, les trois cas, ce sont des gens qui ont choisi d'aller vers le travail indépendant, travailleur indépendant. Et donc c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas, il y a plus cette coupure entre travail et vie familiale, parce que ça c'est propre au salariat et peut-être pas forcément à la bifurcation. Et je me demandais, moi j'ai bifurqué une dizaine de fois, une quinzaine de fois dans ma vie. Et donc, c'est peut-être plus bifurqué. Mais j'ai longtemps vécu dans un pays nordique, la Finlande, et ils ont mis en place un système institutionnel pour offrir de façon quasi obligatoire, tous les 10 ans, la possibilité de bifurquer sans avoir à faire le choix de la sobriété et de la pauvreté. C'est-à-dire que tous les 10 ans, on est obligé de faire 6 mois à 1 an de formation diplômante pour pouvoir ensuite avoir le choix de changer de métier. Et c'est un choix de la société productiviste qui permet aux entreprises d'éviter d'avoir des gens qui sont démotivés à leur travail. Et donc ça améliore largement la qualité du travail. Et puis en même temps, on peut dire quand même qu'il y a un aspect aussi humaniste et empêcher les burn-out et autres. Donc il y a des sociétés en Europe qui se sont intéressées à cette chose-là, qui sont peut-être un peu plus bienveillantes, peut-être que la société française, où on est obligé de prendre des risques. Et dans vos cas, peut-être que les risques étaient limités, c'est un peu comme le mien. C'est-à-dire soit on a un bagage socio-culturel important, une capacité à réseauter très forte, ou alors un conjoint qui a un salaire tellement confortable que même en s'appuyant que sur lui, on a quand même encore une vie assez bourgeoise. Voilà. Et donc, je me demandais si l'association, quand elle a pensé à bifurquer, c'était pas bifurquer vers la sobriété et vers la très grande sobriété. Et c'était peut-être les cas qui ont été recherchés, c'était se demander parce qu'il y a quand même cette réflexion vers une demande de plus grande sobriété. Et je ne sais pas si à Saint-Eutrope, vous voyez plutôt beaucoup de gens intéressés par cette bifurcation vers la sobriété, ou est-ce que les gens souhaitent limiter quand même leurs risques financiers, garder un niveau de vie de consommation important, et font des bifurcations au sein des avec les aides et les institutions pour rester quand même dans un niveau de consommation anormalement haut des pays occidentaux, quoi. Alors déjà par rapport à la formation, c'est quel pays qui permet de changer? La Finlande? D'accord, ok. Alors pour information, vous avez tous un compte qui s'alimente quand vous travaillez, même quand vous êtes indépendant maintenant, sur lequel s'alimente de l'argent qui vous permet de vous former à échéance régulière, en tout cas, mais tout au long de leur vie. En tout cas, il a été pensé comme ça.
Maintenant, effectivement, on ne vous l'impose pas. Donc, il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas. Et après, il y a des compléments qui existent, tout un tas de dispositifs qui permettent de se former et d'avoir un maintien de salaire ou une prise en charge des frais qui existent. Maintenant, ce que vous soulevez, c'est tout à fait juste, c'est que ce n'est pas toujours ceux qui en auraient le plus besoin qui l'utilisent en premier. Et ceux qui ont le moins de ressources, ceux qui ont les travaux les plus pénibles, ceux qui ont les diplômes les plus bas et les salaires les plus bas, en général, n'utilisent pas ça, parce qu'ils ont peur de la formation, parce qu'en plus, leur situation est déjà tellement précaire que repartir, tout changer, comment je vais faire concrètement? Il n'y a pas toujours un patrimoine, et il n'est pas que financier, hein. C'est un patrimoine, c'est la capacité à réseauter aussi, qui n'est pas toujours aussi grande, c'est la possibilité de rebondir sur une certaine agilité intellectuelle aussi, qui n'est pas forcément évidente. Et il y a aussi la question du corps, parce que, comme je disais tout à l'heure, le travail plus pénible abîme le corps, et une fois que le corps est abîmé, et quand on commence à se poser la question après que le corps soit abîmé, c'est bien gentil d'essayer de regarder dans les ressources, mais j'ai eu par exemple une hôtesse de caisse, on en parlait avec les personnes que j'ai interviewées quand je les ai vues, une hôtesse de caisse qui avait fait ça pendant 30 ans de sa vie, qui avait arrêté l'école en 5e et qui faisait des tendinites à répétition et qui ne pouvait plus utiliser ses bras. Quand on a un niveau 5e, qu'on a un salaire d'hôtesse de caisse, qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser ses bras, aller chercher un boulot très intellectuel tout de suite, ça ne va pas être gagné rapidement en tout cas, et les ressources financières pour pouvoir rebondir, ce n'est pas gagné. Donc là, effectivement, c'est nettement plus compliqué, quoi. Et du coup, j'ai oublié la question que vous posiez à Sainte-Eutrope. C'était quoi la question de base? La reconversion écologique, oui. Ce n'est pas la demande majoritaire. J'en ai de la demande autour de la question écologique et la question du développement durable au sens large, pas seulement écologique au sens utiliser la terre. Moi, j'entends développement durable au sens aussi le collectif humain, et penser à un collectif humain, ou en tout cas un rapport au travail qui permettrait plus, rêvons de démocratie ou ce genre de choses dans le travail. Bon. Mais non, étonnamment, la demande que j'ai le plus, c'est le développement personnel. Et d'ailleurs, je suis étonné parce que, pour être franc, je ne suis pas super à l'aise avec le titre « Oser bifurquer », puisque pour le coup, oser, ça pourrait être culpabilisant pour ceux qui peuvent moins facilement. Si on leur dit qu'il s'agit juste d'oser, bon, il ne s'agit pas toujours juste d'oser, parfois c'est plus compliqué que ça. Mais la parenthèse est refermée. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire juste avant. Le développement personnel. Pourquoi est-ce que j'en suis venu là? J'ai perdu mon idée. Ça va me revenir. Ça ne peut pas être très intéressant finalement. Donc je la retire. Je parle trop. Je crois que c'est ça la question. C'est ça. Bien joué, Lydie. Je suis étonné qu'on n'ait jamais évoqué la question de la reconversion par la question de la personnalité d'abord. Parce que là aussi, dans mon milieu, qui est le milieu de l'orientation, mais au sens large, que je parle dès l'école, mais après à Pôle emploi ou dans les missions locales ou dans n'importe quelle structure d'insertion, quand on pense à se reconvertir, la première chose qu'on va aller regarder, c'est mais qui tu es, et ensuite à quoi ça va correspondre comme métier. Ce qui, selon mon point de vue à moi, qui est un point de vue qui part plutôt de l'expérience, que faire change la personne, si tout le monde me suit, et pas cohérent, parce que quand on demande qui tu es, d'abord il faut envisager la personne comme quelqu'un de fixe, comme si on avait des qualités qui étaient là et qui ne bougeaient pas, comme si mon assistante maternelle de tout à l'heure ou le vendeur, on dit que le vendeur il faut qu'il soit souriant, est-ce qu'il est souriant tout le temps? Est-ce qu'il est souriant quand il se brosse les dents? Est-ce qu'il est souriant quand il est sous la douche? Non, il est souriant parce qu'il sait qu'il faut qu'il soit souriant à ce moment-là. C'est une activité, c'est une compétence en soi, c'est le fait de sourire. Donc, ce n'est pas rapatrié à la personne, c'est rapatrié à la fonction.
Et je suis étonné pour le coup qu'on n'ait pas évoqué ça. En tout cas, les deux personnes qui sont là n'ont pas évoqué du tout la question de « j'ai fait ça parce que j'étais faite pour faire ça ». Et j'ai trouvé le métier qui correspondait parce que c'était ce qui me correspondait. Et c'est beaucoup ce qu'on me demande. Quand les personnes viennent, souvent dans des situations un peu délicates psychologiquement, parce que le travail appuie un peu sur leur tête, et elles me demandent mais qui je suis en fait. Et qui je suis, et qu'est-ce qui me correspondrait. Alors, du coup, il y a une double question, parce que déjà, il faut définir qui on est. Alors, en plus, en ce moment, c'est mouvant, donc pour eux, c'est difficile de savoir où on est. Et puis ensuite, il faut envisager à quoi ça correspondrait comme métier, un métier qui lui-même est mouvant, parce qu'on n'est pas maraîcher pareil dans n'importe quelle boîte. Quand on est tout seul, quand on est salarié, quand on est dans une grosse boîte, quand on est dans un truc industriel, ça marche pour tout en fait. Le travail, ça bouge tout le temps. On peut y mettre de soi ou ne pas y mettre de soi, quoi. Donc envisager la question de l'orientation comme une adéquation entre une personne fixe et un travail idéal fixe, ça marche pas. Et du coup, en pensant les choses comme ça, souvent ça switch vers le développement personnel parce que c'est la quête de l'intérieur, de son intérieur, de soi-même. Qui, à mon sens, si c'est pris comme ça stricto sensu, est un peu risqué et périlleux. Mais c'est mon opinion et tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais on peut lancer le débat pour le coup. Juste une petite précision. Sous le titre « Oser bifurquer », il y a « ou comment choisir sa voie professionnelle ». Voilà. Dans un monde en pleine turbulence. Donc c'est aussi ça qu'on interroge. Et ben voilà. Oui, bonsoir. J'avais deux constatations, si je puis dire, dans ce qu'on a entendu ce soir. La première, c'est que toutes les deux, et tous les trois en fait, vous avez eu la même démarche, à savoir de prendre en main votre vie et de ne pas laisser votre vie prendre la main sur vous. Ça, c'est ce qui me frappe. Et c'est pour rejoindre ce que disait monsieur, autrement dit que vous avez en permanence cherché en vous la force qui existait. Ça, c'est une chose qui me frappe beaucoup. C'est pas du hasard. Hein. Vous osez, vous y allez. Encore une fois, vous gérez votre vie et vous ne laissez pas la vie vous gérer. Mais, et c'est la deuxième chose qui m'a frappé aussi, c'est que tous les trois, vous dites « je n'ai rien pu faire sans les autres ». C'est-à-dire que vous êtes tous les trois appuyés sur les autres en considérant que ce qui est la vérité, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nous ne sommes qu'une toute petite partie d'une humanité qui est globale. Et donc vous avez su chercher aussi, enfin sur ce que je ressens, vous allez me dire si je me trompe, mais vous avez su chercher chez les autres, non pas des idées, mais de l'aide, dans le vrai sens du terme, des gens sur lesquels vous appuyez. C'est un peu l'histoire de la jambe droite ou la jambe gauche tout à l'heure, c'est la même chose, c'est-à-dire aller chercher vers l'autre. Je ne suis pas tout seul, je ne suis pas une île, hein. J'appartiens à un continent et je sais m'appuyer sur les autres. Enfin, c'est ce que je ressens, moi. Dites-moi si je me trompe. Moi, personnellement, sur le premier point, de dire que, en effet, même s'il y a eu, oui, il y avait un côté forcément de prise en main et de se lancer. On parlait du corps tout à l'heure, comme guide, hein, comme premier. Et moi, c'est passé par là aussi. Moi, il y a eu rupture aussi parce qu'il y a eu burn-out, quoi. Un début, en tout cas. Enfin, ça aurait pu aller là, quoi. Mais du coup, je suis ravi que ça ait pris 7 mois pour se dire stop tout de suite parce que je vois vraiment que ça va pas du tout là où je veux aller. Mais moi, je sais que ça a été quand même un des gros éléments, un des gros facteurs qui a déclenché. Et même encore aujourd'hui, dans le métier que je fais aujourd'hui, et le corps est une excellente boussole pour savoir si on est bien ou pas. Et moi, c'est vrai que du coup, là, dans le métier que je fais actuellement, c'est le lien, le relationnel est au cœur de tout. Enfin, je peux pas passer une journée sans... Enfin voilà, être facilitateur ou coordinateur d'un projet collectif et quand on est le seul salarié, ça fait que du coup je suis constamment dans du relationnel et comme tout le monde, des fois je suis fatigué, des fois je suis impatient et voilà et voilà, mais quand il y a des problèmes structurels dans une organisation, moi je sais que du coup c'est grosse hypersensibilité à ça, surtout quand du coup on apprend d'autres manières de faire, qu'on va faire une formation et qu'on va vivre des expériences
en intelligence collective et en gouvernance partagée, puis qu'on revient et on fait waouh, ouais, c'est violent. Et là, le corps parle. Et moi, je sais que ça passe aussi par ces phases de, un peu des fois de chute, quoi. Il faut aller toucher par terre. Ça fait mal quand on y est et c'est pas agréable. Mais en même temps, moi, c'est ce qui me permet à chaque fois de rebondir vraiment et de comprendre ce qui se passe quand on est là, même si ça se vit un peu dans la souffrance parfois. Ces moments, il faut trouver le chemin vers la gratitude, même dans ces moments-là. Et ça, on apprend au fur et à mesure. Et je dis ça comme si j'avais... je suis très jeune aussi, hein, donc... Mais je pense que... Enfin voilà, en tout cas, il y a ça. Et sinon, oui, les relationnels, bah, évidemment. Évidemment. Moi, je sais que je peux vraiment voir des personnes, et des fois même très courtes, vraiment des rencontres très courtes, mais une personne qui va apporter à un moment quelque chose qui va débloquer. Mais bien évidemment, on n'avance pas tout seul et de toute façon, on agit en fonction déjà de ses cercles les plus proches, familiaux, relationnels, couples, etc. Et puis après, avec les personnes qui nous inspirent. Donc, multiplier les lieux de rencontre, les lieux sociaux, voilà, aller favoriser la rencontre, c'est une des premières choses à faire si on est un petit peu paumé et qu'on n'a pas encore bifurqué, si on a envie de bifurquer, quoi, je dirais. Mais en fait, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez proposé là. En fait, c'est un aller-retour entre qu'est-ce que je désire, moi, en tant que personne, où est-ce que j'ai envie d'être, et qu'est-ce que j'ai autour de moi, et qui sont les personnes autour de moi, et quelles sont quelles sont les portes, en fait, qui s'ouvrent, et quelles sont les relations qui peuvent aussi s'épanouir. C'est un aller-retour, en fait. Et du coup, je trouve d'ailleurs que c'est une démarche qui est complètement à l'encontre de la démarche que j'entendais là tout à l'heure, de ma personnalité, quelle est ma place dans la société avec ma personnalité, qui est très... que je trouve qu'il y a une démarche qu'on emploie d'ailleurs dans l'orientation professionnelle des jeunes au lycée. Je parlais des fiches ONICEP, etc. C'est vraiment, bon, alors on a un catalogue, on a des qualités et on met en face. Alors que là, il y a quelque chose de plus fluide, de plus mouvant et qui touche un peu quand même au développement personnel, parce que ça oblige à regarder à l'intérieur de soi, de trouver ses ressources, ses envies, etc., ses désirs, mais qui s'appuie aussi sur le fait qu'on est interdépendant et qu'on est quelque part, en fait, dans une société, dans un lieu, à un endroit... avec telle personne, ou qu'on va avoir envie d'aller découvrir tel endroit. Et c'est beaucoup plus protéiforme, mais je sais pas comment dire, ça se métamorphose, en fait. Voilà. On va prendre une dernière question avant de conclure cette soirée. Donc, qui a cette dernière question ? Est-ce que vous pensez encore bifurquer dans votre vie ? Alors, ça marche toujours ? Ça marche toujours, tu l'as pas éteint ? Non. Ok. Alors moi j'y pense, ouais. Alors dans pas longtemps, je me dis que j'ai 48 ans, le métier de maraîchère, maraîchage, hein, c'est difficile physiquement. Je pèse 46 kilos, je fais 1m54, je me dis que je vais pas tenir longtemps, quoi. Donc si j'arrive à tenir jusqu'à 60 ans, je serai contente. Mais bon, imaginons que j'y arrive, c'est très bien. Mais si j'y arrive pas, il faudra quand même penser à autre chose. Par contre, je garderai toujours ce métier de la terre parce que c'est ce qui me fait vibrer, en fait. Et donc, je me suis dit, si physiquement, je me trouve en incapacité de continuer, j'ai pensé à reconvertir mon exploitation en vigne, en fait, et à planter de la vigne et faire mon jus de raisin à l'effigie de la petite maraîchère bio. Donc physiquement, ça sera certainement moins difficile. J'aurai du soutien des viticulteurs du coin. C'est un projet que j'ai en tête. Bon, il faudra certainement un peu de finances, mais bon, on se débrouillera comme d'habitude.
Et ouais, ça me fait pas peur. Voilà. Moi, en principe, oui. Mais après, aujourd'hui, non. Parce que je suis bien. Très court, question courte. Mais en tout cas, le fait d'imaginer un plan B, enfin un C, D, le fait de se dire que les choses, elles sont un peu... sont pas forcément permanentes et qu'on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait. Est-ce que mon projet tiendra debout? Est-ce que je rencontrerai la clientèle? Est-ce que... En fait, on n'en sait rien du tout, quoi. Et du coup, oui, mentalement, je sens que je suis préparée à ce que ça puisse bouger, à changer une autre fois, ou une autre, ou plusieurs fois dans ma vie. Voilà. Je rebondis juste sur ça parce que c'était un peu la réflexion que je voulais vous partager tout à l'heure. Notre réflexion dans ce titre, c'était aussi face aux turbulences du monde. Et que voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait et qu'on avait envie de partager nos réflexions, vos réflexions sur comment on va pouvoir s'adapter et pourquoi pas avec aussi bonheur ou enfin comment on peut traverser ensemble tout ça, tous ces changements qui sont là professionnellement et autres, enfin cette acceptation aussi de l'inconnu aussi quelque part, de plus de souplesse là-dedans.